Marion Fayolle, du même bois, lecture avec la complicité de son ami Oscar les vacances. La ferme, la bâtisse et tout en longueur. Une habitation d'un côté, une de l'autre, et au milieu, une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s'épuise, et un jour on glisse vers l'autre bout. C'est plus pratique. Il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis, quand l'un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l'autre bout. Ça rassure. Ça évite la solitude. Ils regardent en passant s'il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu. Ils s'arrêtent en coup de vent pour mettre des bas à varices, recompter les cachets pour la tension et s'agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus. Et un jour, ils remarquent que c'est devenu dur de se lever la nuit pour les vélages, que le corps fait mal. Ils le savent bientôt, ça sera à leur tour d'aménager dans l'aile droite, d'occuper les pièces de la fin de vie. Mais tant qu'il reste la mémé, ça les rassure. C'est qu'ils ont du temps encore devant eux, une étable encore devant eux, avant l'autre bout. Alors oui, elle est fatigante parfois, la mémé, à ne plus comprendre, à se mêler de tout, à parler du bon Dieu. Mais ils en prennent soin, parce qu'ils ne sont pas pressés qu'elle laisse sa place, que le temps qui passe les fasse déménager à droite et dormir dans le lit où sont morts les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-arrière. Les enfants courent pour relier les deux bouts, ramener des œufs frais aux parents, des casseroles vides à la mémé. Ils trébuchent dans les calades et regardent leur avenir à travers ces vitres. Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture. On naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite. Et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. Elles sont alignées et rangées, elles aussi selon un cycle. En entrant les petits veaux, plus loin les génisses, ensuite les mères et au fond les vieilles qui partiront bientôt. Les gamins apprennent tôt le métier. Ils déambulent avec des bâtons derrière cette collection de culs. Ils savent ce que raconte leur vulve quand ça gonfle, quand ça saigne, quand les queues se lèvent, que les reins se creusent, quand il faut appeler les parents, que la vache a le mal du veau. Ils voient naître et ils voient mourir, parce que parfois ça arrive et qu'il faut bien s'endurcir. Ils voient aussi vieillir la mémé. On ne la leur cache pas dans une maison de retraite. Et il faudra qu'ils soient forts, si c'est eux qui la trouvent inerte un jour, en ramenant quelques gamelles vides. La mort des veaux, tout petits, tout mignons, ça les entraîne à accepter la mort des anciens, comme ils disent. Alors ce soir, je vous amène en Ardèche, dans la ferme de mes grands-parents, qui ressemble un petit peu à celle-ci. Voilà. On continue. On n'a jamais vu une gamine comme ça, qui ne veut rien avaler, à qui aucun plat ne fait plaisir, même ceux avec des patates, avec du fromage fondu, avec du sucre. Pour la mémé, manger, c'est ce qu'il y a de plus important. Cuisiner, c'est une preuve d'amour. Alors ça la désole de voir la gamine rester des heures devant son assiette, à tout trier, à tailler les bords de sa viande parce qu'elle les trouve trop durs, à retirer chaque minuscule nerf. Une bonne viande comme ça,
des bêtes de la ferme qui ont grandi là, qui ont eu tout un paysage à brouter, une vie de travail. Et elle en fait des petits tas. Elle perfore la chair, enlève des liserés, appuie dessus pour faire sortir le jus. Son morceau de viande ressemble au crochet que faisait l'arrière-grand-mère. Elle l'ajoure, en picore de tout petits morceaux. On voit bien qu'elle ne le fait pas exprès, qu'elle a un palais trop délicat, mais quand même, c'est toute sa famille qu'elle dissèque, qu'elle décortique dans l'assiette. Le travail de toute une vie qu'elle abîme, qu'elle recrache, qu'elle n'arrive pas à déglutir. Tout cet amour qu'elle refuse d'avaler. C'est ça surtout qui fait mal au cœur. Une contrariété et c'est la crise. Ça bouillonne d'un coup, ça ne prévient pas. Ses colères fissurent le plaque-au-plâtre. Ses mains s'arrachent des cheveux par poignées. Ses ongles strient sa peau, sa tête se balance. Elle répète des phrases comme une chanson. Il faut que ça sorte, que ça coule, que ça jaillisse. Sa détresse se répand, descend de sa chambre, dégouline entre les étages. Ses parents ne savent plus comment s'y prendre. Ça remonte en eux par capillarité. Elle leur rend une tristesse qu'ils lui ont transmise. On ne sait pas trop d'où elle vient, mais elle traîne dans la famille. Les sœurs de son père ont la même et l'ont sans doute héritée de plus haut encore. La mélancolie se reproduit, se réplique, se photocopie. Ça a dû appuyer fort sur le papier carbone pour que ça transperce autant, que ça laisse des marques sur toutes les feuilles. La gamine n'a jamais rencontré les sœurs de son père. Ça inquiète sa mère qu'elle déteigne sur la petite, que ça la marque, que ça s'imprègne, que ça s'en aille plus. Sa mère ne supporte pas les tâches, elle met des nappes, des housses, des sous-tasses. Il arrive qu'elle soulève la toile cirée, juste pour admirer, comme dessous ça a su rester intact. Elle est belle quand même cette table. Et la mère remet le boule-gomme, une sous-nappe, une autre nappe. Avec sa gamine aussi, elle préfère faire attention, bien la protéger. Elle les a vues, les frangines, se faire déformer par la folie, avoir le regard qui se perd, ne plus rien supporter, ni la lumière, ni le bruit. Elle préfère épargner la petite, la tenir loin, s'assurer qu'il y ait assez de montagnes pour arrêter leurs éclaboussures, empêcher que ça macule. Elle fait tout pour les faire disparaître. Pourtant, la gamine, sans les connaître, elle les imite. Ça dépasse les massifs, les murs, les nappes, l'entendement. Ça dépasse sa mère. C'est vain de vouloir la protéger. Elle a toujours été tachée, quelque part en dedans. Les vaches aussi ont des taches. Il y en a même une qu'on appelle pétrougne. La mémé, elle emploie ce mot-là pour parler des torchons sales, des fichus trop usés, trop troués, qui ont tellement vécu qu'on ne peut plus les rapiécer. Ce n'est pas de l'usure pourtant, ni de la crasse. Elle est née comme ça, cette vache, avec toutes ses giclures, tous ses accros dans son blanc. La gamine, quand elle regarde son pelage, elle voit plutôt des continents. Ça lui fait penser au globe qu'elle a dans sa chambre, à des terres nouvelles,
à des océans. Faire le tour de cette vache, c'est partir en voyage. Il y a vers ses hanches des petites îles, un archipel de taches de rousseur. Personne ne voit que c'est beau, que cette vache, ce n'est pas un vieux torchon sale, mais un tableau, une percée sur le monde, une promesse d'évasion. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits toux. Et c'est vrai qu'ils sont des petits toux, qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, un peu de ceux qui sont morts, il y a si longtemps. Des petits toux. Tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé. Tout. Des bouquets d'histoires, de silences, d'émotions, de gènes, de cellules, des collages de lèvres, d'oreilles, de regards, de cils, de traits et d'odeurs, des discordes, des secrets, des réconciliations. C'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi. Eh mais ça parle de moi, ça. C'est Mémé qui m'appelle tout le temps le petit tout. La mère de la gamine mange en face de la mémé. Un tête-à-tête avec ses propres défauts, avec tout ce qu'elle refuse de devenir. Je te dis que ça ne te regarde pas, tu te mêles toujours de tout. Sa fille aussi lui dit ça. La mère s'énerve contre la mémé, lui en veut d'être pareille, d'être comme elle n'aimerait pas. Ce n'est plus avec sa mère là au bout de la table qu'elle dîne, c'est avec ses propres tares, avec tout ce contre quoi elle lutte qu'elle partage la soupe. La mémé la resserre, elle n'en voulait pas. Elle fait ça à chaque fois. Stop. La mémé n'écoute pas, remplit son bol. Ça déborde. Je te dis que j'en ai assez. C'est vrai qu'elle en a assez des ressemblances avec la mémé, qu'elle a été bien servie, que maintenant ça suffit, que le reste, elle peut le donner au chien qui attend devant la porte et ne demande que ça. La mère pourrait renverser son bol, la table, partir. Mais non, elle reste là, à s'agacer devant ses défauts, à se demander, à se regarder, à voir là où ça ne va pas, à exiger des efforts, comme si changer sa mère, ça allait la changer, comme si ça marchait comme ça. La mère de la gamine soupire, s'exaspère, lève les yeux, ne la supporte pas, mais toujours revient, prend soin de sa mauvaise image, lui donne le bras, lui enfile ses manteaux, la conduit chez la coiffeuse. Tu as vu comme ça me va bien cette coupe ? C'est presque la même que toi. Voilà que la mémé l'imite, qu'elle se coiffe tout pareil, qu'elle décalque les traits de jeunesse de sa fille, s'accroche à son bras comme à un souvenir d'elle-même.
Elle se souvient de la mémé qui prenait soin de sa mère, qui lui faisait ses repas, qui l'aidait à glisser les pinces dans ses chignons, qui peut-être ne la supportait pas, mais qui ne le disait pas, ou alors en a oublié. Des femmes généreuses et aimantes comme la mémé, elle n'en connaît pas d'autres. Il paraît qu'elles se ressemblent toutes les deux. La mémé est touchante de dos, à remuer dans ses fétous, à faire comme si elle n'avait pas entendu que sa fille ne voulait pas rester. Alors moi je suis Oscar les vacances et je vais vous chanter quelques chansons que j'ai écrites qui parlent un peu de l'Ardèche parfois. Elles sont les étoiles, j'ai perdu le nord, j'ai oublié les fables, pourquoi on boit du chlore, pourquoi j'ai peur, où sont les conifères, pour qui bat mon cœur, où sont les derniers mystères, où sont les oiseaux, j'attendrai la pluie, elle brûle ma peau, je dors plus la nuit, pourquoi j'ai plus confiance, au soleil j'ai froid, pourquoi mes gens dansent, pourquoi pas moi, où meurent les pigeons, où meurent les questions, pourquoi j'ai mal aux doigts, papy tu me reconnais pas, comment être Isildur, comment parler aux morts, j'ai jamais cru au futur, pourtant j'existe encore, je mange un Mikado, alors qu'il y a des cerises, pourquoi mon ego, c'est la tour de Pise, que devient Irène, que devient Céline, j'ai mis MSN, ils sont tous hors ligne, pourquoi j'ai 28 ans, et j'en parais 12, pourquoi t'as 30 ans, t'en parais 72, où sont les... où sont les fruits de Calabre, où sont les condamnés, j'ai pleuré pour un arbre, j'ai dormi à côté. Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tante Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons, nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent? La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Pourquoi je pose des questions et j'y réponds jamais? Pourquoi j'ai peur des frelons, ils m'ont jamais piqué? Pourquoi on regarde l'heure, pas la réalité? Pourquoi un jambon beurre, pour mamie c'est végé? Pourquoi mes yeux tremblent, pourquoi mes mains tremblent? Pourquoi on s'aime bien alors qu'on se ressemble? J'ai jamais dit maman, j'ai jamais dit papa. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chanson. Comment on fait un tyran, comment on fait un panda? Est-ce que si je perds une dent, je perds une partie de moi? Pourquoi j'ai comme 5 ans, je fais encore des bulles, j'ai gobé un flanc? Pourquoi les champs brûlent? Est-ce que les gens vivaient avant les stories? Est-ce qu'ils auraient pleuré devant l'historique? Pourquoi je t'ai regardé? Pourquoi t'as souri? Pourquoi j'ai bloqué quand t'es reparti? Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tante Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons, nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent? La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Il existe un endroit derrière la ferme, à l'entrée du bois, où on abandonnait dans des éboulis de pierre des vieux fourneaux, des marmites, des chaussures, des robinets, des conserves, des portières de voitures, des pièces de tracteur. C'est là
Les parents craignent qu'un jour les gosses ne reviennent pas, qu'aucun d'entre eux ne reprenne la ferme, qu'ils s'en aillent tous, qu'ils descendent vivre dans des vallées, qu'ils se disputent, qu'ils divorcent, que la famille se brise comme se brise la roche. Le paysage craque, se déchire, les blocs de basalte se lâchent la main, s'abandonnent dans les pentes, dévalent en solitaire. Que c'est triste, ces montagnes qui regardent vers la ferme en pleurant des cailloux. La mère de la gamine est vigilante. Elle guette les failles, empêche que ça tremble. Elle dit que la montagne se brise d'avoir voulu parler, que c'est parce qu'elle ouvre trop grande la bouche que sa croûte se désunit. Alors, si le ton monte, que ça commence à se dire les choses, elle exige le silence. La gamine essaie de tout garder pour elle, de faire comme on le lui demande, mais c'est sans qu'elle le veuille que ça jaillit, que ça fait éruption. Sa montagne se lézarde d'avoir voulu se taire. Entre elle et sa mère, c'est compliqué. Elles opposent leurs efforts. L'une gèle, l'autre dégèle. C'est comme ça que se brisent les familles. Ça lui était arrivé une fois à l'oncle d'avoir dû faire abattre une vache. Elle avait chargé sa femme, l'avait envoyée à l'hôpital et avait failli laisser les gosses orphelins. Un monsieur était venu la chercher. Il avait dû lui bander les yeux pour réussir à la faire monter dans son camion. Quelque chose dans sa tête s'était mis à déconner. Même avec les autres vaches, elle était devenue agressive. Dans la bétaillère, ça a tapé, ça cognait. L'oncle craignait que la folie transperce la tôle. Mais qu'est-ce qu'il était soulagé de la voir s'éloigner et disparaître au bout de la route. Quand ça arrive à un humain d'avoir un truc qui tourne pas rond, c'est plus compliqué. On ne peut pas le faire disparaître. La mémé, elle le sait. Elle vit avec son beau-frère. Il a une pièce à lui cachée juste derrière leur cuisine. Mais ça ne le fait pas disparaître. Ses ronflements passent à travers les cloisons. Et c'est pas facile de voir son beau-frère ne rien faire pendant que son homme se tue au travail. De le voir défaire comme un gamin les piquets de clôture que son homme a passé la semaine à planter. Il est malade. On ne sait pas trop de quoi. Pas fini, on dit. Il n'a jamais pu travailler, ni trouver de femme pour supporter ça. Alors, c'est la mémé qui le supporte, qui lui donne les restes, qui le ramasse dans le couloir quand il a trop bu. Ça ne l'amuse pas beaucoup, mais en venant à la ferme, elle savait qu'il fallait l'accepter, que quand les parents ne seraient plus là, ça serait à elle de veiller sur cet enfant qui ne vieillirait pas, sur ce taberleau, comme on l'appelle au village. On ne lui a jamais connu de femme, même pas une comme ça, qui lui aurait expliqué comment ça marche. Il a passé l'âge maintenant, et quand il traîne au bal, ce n'est plus pour les femmes, et pour les boissons. Dans sa tête, c'est resté un gamin. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas facile
quand il y a un si grand écart d'âge entre le corps et le dedans. La mémé, elle trouve que c'est quand même un peu dangereux qu'il ait le droit de chasser. Pour le moment, il n'a pas fait d'accident. Il rapporte des faisans, des belettes, des renards, des lièvres qu'il suspend à son plafond. Une femme ne supporterait pas ça, mais puisqu'il y a renoncé. On entend sa voix grave parler toute seule derrière la cloison. Ne faites pas attention, les petits. C'est à cause de la solitude, vous savez. Mais un jour, la mémé, en lui apportant des légumes, elle a vu qu'il y avait une poule faisane sur la table en face de lui. Une vivante, qu'il n'avait pas tuée, avec des plumes, des ailes, un bec, et que c'était avec elle qu'il discutait. Le pauvre homme. S'amouracher d'une poule, la faire grimper sur sa chaise, la laisser boire dans son vin. La mémé était sûre qu'il conversait avec le vide et ça l'a presque rassuré qu'il y ait quelque chose de vivant pour l'écouter. Même si ce n'est pas très propre une faisane, que ça chie un peu partout. Cette poule, elle a des yeux pour répondre aux siens. Et ça ne lui était jamais arrivé. Alors le pépé et la mémé, ils ne savent pas trop quoi en penser. Depuis qu'il vit avec sa faisane, il oublierait presque de se saouler. Il passe ses gros doigts entre ses plumes bigarrées, la soulève et la pose entre ses cuisses pour l'admirer de plus près encore. Il reste comme ça des après-midi entières à l'ombre du fayard, à dorloter sa poule, dans la cour de la ferme, pendant que les autres triment. Les enfants rentrent, pleins d'éclats de nature. Le paysage leur a postillonné dessus. Il emporte dans nos draps des brins de foin, des copeaux de bois, des odeurs de fumée, de chevaux et d'efforts. Ce soir, le lit est vide. Dimanche, c'est la douche. Il y a une porte dans la chambre à coucher, une porte qui donne sur l'étable. Juste quelques planches de bois pour séparer le lit des parents de celui des veaux. Dès l'enfance, ils ont appris à dormir avec l'odeur des bêtes, avec leur meuglement, le bruit des chaînes quand elles se grattent, celui des corps lourds qui tombent sur la dalle, des jets d'urine sur les grilles, des bouses qui s'éclatent. Ça se mélange au ronflement du pépé, à ceux du frère derrière le mur, au souffle de l'oncle, de la tante et de la mère. Ça se glisse dans les rêves des petits. Ils savent tous reconnaître quand la vache les appelle, qu'elle a besoin d'eux pour faire le veau. L'oncle bondit du lit, ouvre la porte, elle perd les os. À l'autre bout, le pépé fait tout pareil, en symétrie. La gamine aussi, elle a une bête qui habite à côté d'elle, sous la même toiture. C'est ce qu'elle raconte, quand dans sa tête, elle ne se sent pas très bien. Pas une vache bien brave, qui resterait attachée, docile, à meugler, à manger, à se coucher. Non,
une bête plus grosse, qui tape dans la porte, qui la fait céder, qu'elle n'arrive pas à apprivoiser, à caresser, à attacher. Et tu saurais la dessiner ? La main de la gamine fait un grand tourbillon, comme une tornade, avec des yeux tout rouges. Une bête si grosse qu'elle ne tient pas dans la feuille, qu'elle déborde sur la table. Ce n'est pas grave, on nettoiera, c'est des feutres qui s'effacent. Mais sa bête à elle, elle ne s'effacera pas. Il faut apprendre à vivre avec, à ne pas lui laisser prendre le dessus. Parfois, le pépé et la mémé ont du mal à deviner si c'est les vaches qui tapent ou si c'est le corps du beau-frère derrière l'autre mur qui tombe d'avoir trop bu. Tant que les cloisons parlent, meuglent, miaulent, ronflent, ça ne les inquiète pas. C'est le silence qui serait grave. Quand on les invite dans d'autres maisons, ça les angoisse qu'il n'y ait rien derrière les murs, aucune vie collée à la leur, aucune odeur pour fuiter sous les portes. Le pépé répète souvent que le jour où il n'y aura plus de bêtes, ça ne sera plus vivable. Ça la rassure un peu, la gamine, même si elle sait qu'ils ne parlent pas exactement des mêmes bêtes. Pépé n'avait jamais quitté les hauts plateaux. Les rares fois où il devait descendre dans la vallée, ça faisait comme un trou dans ses paysages. Et Pépé dans la ville, sans les herbes, le ciel, sans les bêtes tout autour, ne savait plus qui il était. Ça faisait comme un trou dans sa mémoire. Bonjour charmante bouscagère, je viens te voir en ce beau jour pour te témoigner ma bergère, mes sentiments et mes amours. Je viens de reposer les armes pour vivre un peu auprès de toi. Je viens de reposer les armes pour vivre un peu auprès de toi. Moche m'avait l'air d'un blagaille, et chaque midi j'en est pas vrai. Que neri mon calinai, rezamai ou criai. Nem chose que na misère de fio, chose animal como un gavel. Retire-te, fai d'un viste, retire-te, fai d'un leu. Allons, mio, ne sois pas tant sévère, écoute la voix d'un amant. Les anciens se retrouvent pour des veillées. Ça leur fait du bien d'être tous ensemble, de boire un canon après avoir été si longtemps séparés par l'hiver. Ils parlent en patois. Les jeunes le comprennent un peu, mais ne le causent pas. Les mots ne leur viennent pas naturellement. Quelque chose s'est perdu. Un problème de langue. Des langues qui ne savent plus prononcer certains sons, qui ne fonctionnent plus pareil. Les langues des vieux ne parlent que le patois et n'ont embrassé qu'une seule bouche. Ils ont tous fêté leurs noces d'or. 50 années de mariage, la grande messe, les discours, le repas avec la famille et les jeunes qui ne comprennent pas comment c'est possible. Parce que leur langue à eux, celle qui ne sait plus le patois, lèche de nouvelles lèvres chaque samedi soir, a envie d'explorer le monde. Ils ont à peine l'âge de conduire une mobilette, mais ils savent déjà très bien s'y prendre avec leur langue. Ils ont connu plusieurs fois l'amour, ça leur a même fait du chagrin. Des histoires de quelques jours, de quelques semaines. Alors toute une vie, ils n'imaginent pas bien. Leurs langues sont trop curieuses. Au lycée, les jeunes apprennent l'anglais et l'espagnol. C'est pas facile d'ailleurs avec des jeunes qui n'ont jamais quitté le village,
de réussir à prononcer les sons d'un autre pays. Ils ont envie de partir, de débrider leur mobilette, de connaître ce qui existe derrière les montagnes, après les vallées, de l'autre côté des frontières. Ils ont eu un paysage entier pour grandir, mais ça ne leur suffit pas. Au-delà de la ligne d'horizon, ils sont convaincus que c'est mieux. Ils n'auront pas de bêtes. Les bêtes, ils le savent, ça emprisonne. Regardez les parents, ils ne peuvent pas bouger. Il faut qu'ils soient là, chaque matin, chaque soir, pour nourrir les vaches, les poules, les chiens, les chats, même les week-ends. Quand on a le droit de s'absenter que quelques heures, on ne peut jamais aller très loin. C'est comme ça, sans doute, que les parents ont réussi à rester fidèles, à ne parler que la langue du coin et à n'aimer avec leur langue personne d'autre que leur femme. La mémairie, ils ne savent pas pourquoi. Quand elle parle vite comme ça, avec l'euphorie de la fête, ils ne comprennent plus du tout son patois et sont dans sa cuisine comme dans un pays étranger. Leur langue, leurs oreilles ont trop d'années d'écart pour se parler vraiment. Ils se donnent rendez-vous dans les bois, se faufilent entre les arbres, cherchent un coin pour leur désir. Ici c'est bien, on nous voit pas. Tu es sûr ? Ça fait comme un lit. Et ils s'embrassent avec la langue et ils la tournent dans tous les sens. Et ils se lèchent dans le cou et ils se mordent les oreilles. Il faudra cacher les suçons. Les mains s'introduisent sous les tissus, partent à la rencontre des seins encore timides, si menus, tout pointus, se glissent sur des hanches neuves, défont des nattes rousses, s'attardent sur des ventres brûlants. S'ils n'avaient pas de ceinture, ils iraient plus loin, c'est sûr. Mais là, ils font le tour sans oser s'approcher plus. Ils y glissent juste quelques doigts. Ils retirent le haut, se serrent, se respirent, se frottent, gonflent, mouillent. La forêt les regarde, les cache, les tamise, les éclaire en sélectionnant des endroits. La nuque, la cambrure, là où c'est le plus beau. Ils ont des copains qui l'ont déjà fait comme ça, sans s'aimer, juste pour que ça soit fait. Entre leurs jambes, ça a envie de s'offrir. Ça pulse, ça va chercher l'autre. Ça ne leur appartient plus. Ça devient sauvage. Tu n'as pas entendu un bruit ? Non. Ne bouge pas, il y a l'autre fou avec sa faisane juste là. Je reconnais ses chaussures. Vite, les mains attrapent les habits, les enfilent à la hâte. Tant pis si c'est à l'envers.
Ça tire un coup. Le malade. Ils se cassent, courent jusqu'à la ferme, abandonnent leur sexe gonflé dans les sous-bois, rentrent, avec seulement leur malaise et leurs cheveux entremêlés d'épines. Le soleil éclaire fort l'échec de leur première fois. Il n'y a plus rien qui ose se regarder, ni leur corps ni leurs yeux. L'autre fou avec son fusil, il a tué un truc. Ça ne sera plus comme avant. J'ai oublié mon jogging dans le living. J'ai oublié mes peurs dans ton cœur. J'ai oublié les fleurs dans la cuisine. J'ai oublié mon chagrin dans tes mains. Tes mains me font vriller. J'aurais pu mourir dedans 1000 fois, comme de l'alcool à brûler. J'en perds idée et sang-froid. Me font vriller. J'aurais pu mourir dedans 1000 fois, comme de l'alcool à brûler. 3000 degrés dans ta voix. J'ai oublié mes goûts dans le dressing. J'ai oublié ma vie dans ta vie. J'ai oublié d'arracher les épines qui nous poussaient dans les doigts. Toi et moi, tes doigts me font vriller. J'aurais pu mourir dedans 1000 fois, comme de l'alcool à brûler. J'en perds idée et sang-froid. Me font vriller. J'aurais pu mourir dedans 1000 fois, comme de l'alcool à brûler. 3000 degrés dans ta voix. La gamine, elle ne sait pas d'où ça lui vient, mais elle tombe toujours amoureuse d'une chevelure. Elle aime que ça boucle, que ça frisote, que ça soit sauvage, que ça n'obéisse à rien. Si on s'amusait à aligner tous les garçons qu'elle a embrassés là, le long de sa promenade, il n'y aurait plus de chemin, mais une haie touffue. Des têtes hirsutes, broussailleuses, qui se nouent, qui s'envahissent les unes les autres, qui empêchent tout le monde de passer. Elle adore ça, se faufiler dans les fourrés, séparer les ronces, ramper sous les branchages, se perdre dans des sous-bois, découvrir des inconnus. Il y a des chambres pourtant, mais elle préfère l'amour dehors, les draps d'épines, les myrtilles. Il faut que ça sente la sève, la terre, qu'il y ait du vent. Elle se promène, sème à travers la plaine des souvenirs bouclés, ici, là et puis là. Ça lui plaît de retrouver ses fantômes, d'en faire des bosquets désordonnés, de s'y risquer, de s'y perdre. Si le pépé voyait ça, il ne pourrait s'empêcher de venir tailler, de garder seulement la plus grosse branche. Il dirait qu'un bois, ça s'entretient, qu'on ne peut pas aimer comme ça, tout enchevêtré, que ça fait des incendies. Et il aurait raison sans doute. Mais la gamine, elle est comme ça. Elle n'aurait jamais pu entretenir des hectares de taillis, passer le broyeur, sélectionner, faire propre.
En elle, tout se chevauche, s'entremêle, se bagarre, se confond. Les amours, les idées, les souvenirs, ça aurait besoin d'une coupe. Ça prend feu à la moindre remarque. Ça fait peur aux parents. Eux qui ont toujours tout coupé bien ras. C'était pour éviter ça, justement. Elle changeait de petits copains toutes les semaines. Son grand-père, à cause de l'âge, les appelait tous par le même prénom. Croyait déjà les connaître sans les avoir rencontrés et continuait sa discussion de la fois passée, reprenant toujours là où il en était. La grand-mère était confuse, mais il ne fallait pas. La vieillesse lui permettait d'imaginer toutes ces amours minuscules comme le très grand amour. Il n'y a qu'un seul arbre dans la plaine, qu'un repère encore debout. L'autre est tombé. Le corbillard fait le tour de la propriété pour que le pépé puisse saluer une dernière fois ses paysages, pour que ces paysages puissent le saluer une dernière fois. Ça serre le cœur. Même son chien, ça le fait pleurer. Il court derrière la voiture noire, la suit comme il suivait son maître quand il marchait, toujours très droit, dans ces immenses plaines. On aurait dû l'enfermer dans l'étable. Ce chien qui chiale, ça fait trop d'émotion. Il ne va quand même pas le suivre comme ça jusqu'à l'église. On aurait dû l'attacher. Il pleure rock, il gémit fort. Sa peine fonce, ne s'essouffle pas, coupe les virages, veut assister à la messe. On fait rentrer les gens. Tout le village est là. On va fermer les portes, laisser son désarroi dehors. On aurait dû l'enfermer dans l'étable. C'est pas possible de gémir comme ça. Eux, ils connaissent la pudeur. Ils sortent un mouchoir de leur manche, ils cachent leur visage, ils y enfouissent leur chagrin. On aurait dû l'enfermer, ce chien qui a la voix si rauque. Les anciens n'entendent rien. Ils pleurent plus fort que tout. La porte n'arrête pas les lamentations, ça couvre les mots du curé. L'oncle est obligé de sortir, d'attraper les sanglots par le collier, d'aller les enfermer dans une grange à l'autre bout du village. La cérémonie peut continuer. On entend maintenant une souffrance discrète. Ils reniflent, se mouchent, retiennent leurs pleurs, soupirent un peu, se tapotent sur l'épaule, entourent la mémé. Et soudain, ça tombe par terre. Ça hurle. Les regards cherchent d'où ça vient. C'est le frère du pépé qui vient de tomber mort dans la deuxième rangée. On fait sortir les enfants. La mémé lui en veut de voler l'enterrement de son homme, d'accaparer ses fleurs, ses pleureurs, de venir mourir dans une cérémonie qui n'est pas pour lui. Elle a passé une vie mitoyenne à la sienne, à le relever, à supporter ses odeurs, à l'entendre taper, gueuler, tomber, juste derrière ses murs. Comme si ce n'était pas assez, voilà que le pépé doit aussi partager sa mort.
La mémé, ça lui donne envie de chialer, plus fort encore que le chien, de voir ce corps sans cercueil, ce frère venu trépasser à l'enterrement de son aîné. On aurait dû l'enfermer. Ne pas le laisser venir, ça ne se fait pas. Pépé est mort. Il ne sent plus la pluie. Pauvres poules qui n'auront jamais la chance de sentir un bébé dans leur ventre. La gamine pose ses mains sur son ventre. Son bébé vient s'y lever. Elle se demande à quoi il va ressembler. Il s'imprime en taille douce dans le revers de sa peau. Elle sait que l'encre se loge dans le fond des entailles, que toutes ses failles se verront sur lui. C'est par les brèches, par les blessures que les traits s'impriment. Ce sont les écorchures qui font le dessin. Elle aimerait les polir, les estomper un peu. Elle s'inquiète qu'il ait ses lignes fragiles, ses contours égratignés, ses crevés, ses bêtes trop noires, aux mêmes endroits. Je me demande s'il reste encore un petit bout de moi dans le nombril de mon fils, un petit bout de ma mère dans le mien. Quand elle est devenue maman, la gamine, elle s'est demandé si elle serait assez solide pour offrir de la stabilité à son fils. Elle a eu très peur de le faire s'enliser dans ses tourbières, de lui offrir une vie sur un sol gorgé d'eau. Elle a l'habitude de marcher dans les narces, sur ces immenses éponges, de sentir le paysage lui ôter ses bottes, l'attraper, faire son possible pour la retenir, pour l'empêcher de se sauver. Ça glisse, ça se dérobe, ça fait boiter, ça fait tomber. Quand elle serre son fils contre elle, toujours elle pense aux fondrières. Son amour aussi est gorgé d'eau. On s'y embourbe, on pourrait s'y noyer. Elle espère qu'il saura s'en défaire. Il faut qu'elle lui apprenne à traverser les narces, à ne pas se laisser piéger dans la tendresse du sol, à sentir l'amour gluant autour de ses mollets, à ne pas l'autoriser à gagner. Il faudra qu'elle lui montre comment sortir des tourbières, pour que comme elle, il puisse aimer y retourner, pour que comme elle, il préfère les parterres collants aux indifférents. Elle sait qu'il faut faire attention avec l'amour, que c'est dangereux quand ça accroche trop. Elle se souvient d'avoir tué des lapins. Pépé l'avait prévenue pourtant.
Si tu les touches, la mère n'en voudra plus. Ça va les stresser, leur donner la diarrhée. Mais la gamine, elle avait trop d'affection à donner. Ils étaient si doux, si petits, faits pour tenir entre ses doigts. Elle n'avait pas voulu croire que sa tendresse pourrait tuer. Elle avait passé la journée à les caresser. Les petites boules de poils ne pouvaient plus s'extraire de ses mains, s'engouffrer dans son amour, comme ses bottes dans l'eau. Le lendemain, le pépé les a trouvées crevées. Ça ne bougeait plus. C'était tout froid, tout dur. C'était son amour qui avait fait ça. Il avait fallu les jeter dans les éboulis de pierre, les faire disparaître entre les cailloux. Ce sont des choses qui arrivent. Le pépé avait expliqué qu'il avait tué des bêtes aussi, en donnant trop de luzerne, qu'il pensait leur faire plaisir, mais que quand c'est trop riche, parfois, le corps ne supporte pas. Elle espère ne pas lui faire de mal à son fils, ne pas l'engloutir dans son amour marécageux. Salut, Sarah, on avait rendez-vous sous le séquoia, j'avais les larmes aux joues. Salut, cousine, fais pas comme si de rien, plus personne te devine. T'es parti trop loin, dis-moi un peu. S'il y a des fleurs chez toi, des oiseaux du soleil et un grand séquoia, tu t'en rappelles? Des soirées pyjama, des 200 hirondelles et du grand séquoia. Vacances d'été, moi j'étais la princesse, vous les agents secrets, pistolet sous la veste. C'était bien l'Ardèche, les rivières et mamie, première 8-6 cigarettes. Quand tombait la nuit, dis-moi un peu s'il y a des fleurs chez toi, des oiseaux du soleil et un grand séquoia, tu t'en rappelles? Des soirées pyjama, des 200 hirondelles et du grand séquoia. Y'a quoi, hein, ça, après la vie? Tu m'as pris dans tes bras, les fantômes ont souri. Dis-nous, cousine, quand tu vas revenir, on t'attend tous là. On entend ton rire. Dis-nous un peu s'il y a des fleurs chez toi, des oiseaux du soleil et un grand séquoia, tu t'en rappelles? Des soirées pyjama, des 200 hirondelles et du grand séquoia. Le visage de la mémé est patiné par le vent et le soleil. Ses hanches, rembourrées par le fromage et la bonne viande de la ferme. Le paysage déborde sur elle. Elle n'aurait pas pu vivre ailleurs. Elle a la même silhouette que le prunier du jardin, celui qui croule sous trop de fruits, qui s'affaisse sous le poids de sa générosité.
Ses bras, son dos, ses jambes sont fatigués d'avoir passé toute une vie à donner. Elle en a élevé des gamins, les siens et ceux des autres. Pendant des années, elle a pris soin des bêtes et de la terre, sans jamais faire de manière. Quand elle reçoit pour le café des amis de la ville, elle trouve qu'elles sont bien mises, qu'à côté elles ne ressemblent à rien. Pourtant, c'est tout l'inverse. Leurs beaux souliers, leurs lèvres trop rouges, leurs fanfreluches autour du cou, leurs breloques aux poignets, font ressortir la beauté de la mémé. Sa vieillesse ne fait pas diversion. Elle se montre sans mentir et démasque toutes les autres. Elle ne cherche pas à rester jeune. Elle sait qu'au bout d'un moment, la vie tue. Tant qu'elle peut encore habiter dans sa ferme, se débrouiller pour le quotidien, elle voudrait bien durer encore un peu. Le pépé avait davantage peur de mourir. C'est sûrement pour ça qu'il a eu besoin de perdre la tête, pour perdre la peur aussi. Elle n'a aucune crainte. Tous les jours, quel que soit le temps, elle part faire un petit tour pour aérer sa tête et entretenir son âge. Elle fait de tout petits pas pour faire durer la vie, ne pas arriver trop vite à la fin. Elle s'éloigne juste assez pour voir la bâtisse en entier. Quand on est devant, la ferme est trop longue pour tenir dans le regard. Il faut tourner la tête pour réussir à balayer toute sa façade. Ça fait mal au cervical. Maman, est-ce que c'est bientôt fini? Heureusement que le pépé n'est plus là pour voir ça. L'étable n'a jamais été aussi bien récurée. Les maquignons sont venus chercher les dernières bêtes il y a quelques jours. L'oncle et la tante ont bien mérité leur retraite. Ils ne gagneront pas grand-chose, ils le savent, mais ils n'auront plus le souci des vélages, plus à s'inquiéter de la météo, à s'user en faisant les foins. Il y a des années déjà que leur dos, leurs épaules, leurs hanches les supplient d'arrêter. Mais vous croyez que c'est facile de voir partir les bêtes, d'avoir personne à qui confier sa ferme? Ils ne peuvent pas en vouloir à leurs enfants, ils les comprennent. Ils reviennent les week-ends quand ils n'ont pas trop de travail, pour les vacances aussi. Avant qu'ils redescendent dans la vallée, les parents leur remplissent le coffre. On dirait qu'ils essaient de faire rentrer la ferme dans des glacières, qu'ils veulent que les enfants emportent avec eux, en petits morceaux, une partie du troupeau. Ils n'avaient pas la vocation. Ils n'auraient pas été de bons paysans, même s'ils sont attachés au pays. Ils ont eu raison de faire construire des maisons bien confortables, bien chauffées, plus proches de la ville. Des maisons juste pour eux, qui n'existaient pas avant, qui n'ont aucune histoire. La ferme, ils la gardent dans leurs souvenirs et dans leur congélateur. Un cheptel coupé en tranches, rendu abstrait, des bêtes en blocs, alignées dans les bacs comme dans une étable. Un héritage dans des barquettes, dans des sachets, qu'ils décongèlent, réchauffent et avalent en vitesse pendant leur pause déjeuner. Ici, le climat est trop rude. Il n'y a plus aucun voisin. Les gens louent les terres, mais vivent dans les vallées où tout est plus commode. Les enfants n'ont fait que suivre le mouvement. Il faudrait construire des bâtiments autrement, repenser toute la ferme, mettre les bêtes en tête à tête pour économiser les gestes au moment de nourrir, investir dans du matériel, encore. Sinon, ce n'est pas une vie. Il répète ça souvent, que ce n'est pas une vie de reprendre une ferme comme la leur. N'empêche qu'il a chialé, l'oncle, quand il a fallu faire monter ses bêtes dans le camion.
Il a chialé parce que même si ce n'est pas une vie, c'était toute la sienne. Il a aimé s'occuper de ses vaches, vivre en fonction d'elles. Il n'aurait rien pu faire d'autre. Le Pépé disait toujours que le jour où il n'y aurait plus de bêtes, ça ne serait plus vivable. Il a eu la chance de mourir avant. Heureusement que le Pépé n'est plus là pour voir ça. Heureusement qu'il ne saura jamais que ses petits-enfants sont tous partis travailler en ville, qu'ils ont été capables de lui faire ça. Ne pas reprendre la ferme. Ne pas continuer l'histoire. Refuser d'hériter des bêtes et de la vie qui va avec. Il aurait fallu que je le gronde, mon fils, quand il mangeait sa soupe si bruyamment. Mais ses gargarismes faisaient revivre Pépé. Mémé avait toujours eu une constellation d'amis. Mais à son âge, les étoiles filaient, les fermes s'éteignaient une à une autour d'elle. Elle craignait d'être bientôt la dernière des comètes. Le petit tout installe des barrières tout autour de sa mère. C'est pour pas que je parte ? À moins que ce soit pour retenir mes bêtes, c'est ça ? Avec sa robe à fleurs, on dirait la prairie. Les petites mains cherchent un endroit plat, terrasse avec leurs pommes, vers son nombril, juste avant le dévers de ses côtes, là. Ne bouge pas, surtout ne bouge pas, je reviens. Quelques barres en bois, un triangle pour le toit. Tu reconnais ? C'est la ferme de la Mémé. Ses seins dessinent des sucs. Voici qu'il revient les bras chargés d'animaux. Des vaches immenses avec des taches, d'autres plus petites. Ça fera comme si elles étaient au loin. Il en installe sur ses épaules, dans ses vallons, dans ses drapés fleuris. Elle aimerait se lever pour voir si ça rend bien. Mais quand on est le paysage, on ne peut ni bouger, ni se regarder de loin. Alors, elle reste allongée sur le sol, attend que les vaches aient fini de brouter sa longue robe, que son petit tout ait réussi à rassembler toutes ces bêtes. Maman, quand tu seras morte, ce qui sera bien, c'est que je pourrai lire tes livres pour penser à toi. Mais pourquoi tu penses à ça ? C'est dans très 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 longtemps.
maintenant tu peux. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi nombreux. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Vous avez entendu du coup des extraits de mon roman qui s'appelle Du même bois, qui est paru chez Gallimard en janvier. Et les petits moments qui étaient chuchotés, c'est des extraits d'un livre de poésie qui s'appelle Postillon et qui est aux éditions Magnani. Et voilà, pour moi, c'était un peu comme le premier jet ou les premières esquisses de Du même bois. Donc j'avais envie aujourd'hui de venir les glisser comme ça en chuchotement sous le texte pour aussi vous les faire découvrir si vous les connaissiez pas encore. Et voilà, et j'étais très honorée de faire cette lecture avec Oscar, puisque on s'est rejoint à la rivière, je crois, en août, au bord du Doubs, à Douce Plage. C'est très beau, Douce Plage comme nom. Et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et on l'a fait, donc c'est chouette. Je sais pas si... Peut-être juste avant, je remercie quand même la Maison de la Poésie et Colombe pour cette belle invitation. Et je remercie aussi Augustin qui est mon amoureux, qui m'a aidé à fabriquer la petite maison, qui a aussi été regard extérieur pour la scéno et la mise en scène. Et je remercie Lucien, mon fils, qui m'a prêté sa voix, ses jouets, et qui a aussi fait un beau dessin voilà, pour participer à son niveau au spectacle. J'étais très contente qu'il ait eu envie de faire tout ça. Merci à toi, Marion. Je vous invite à découvrir l'univers complet d'Oscar, parce que d'habitude, il n'est pas du tout assis par terre. Il n'est pas du tout pieds nus. Et je l'ai obligé à se mettre pieds nus et il avait très peur de mourir sur scène, mais il n'est pas mort. Ouais, je ne savais pas que c'était dangereux. Je m'en colle, c'est terrible. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais monter pieds nus sur scène parce qu'on pouvait mourir. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Parce qu'on peut être électrocuté sans les chaussures. C'est vraiment, ça arrive. Mais j'ai eu l'accord de la salle. Ça dépend des salles. Parce que... Ils ont dit c'est à peu près aux normes. C'est ça. Mais oui, non, normalement, moi, c'est très différent. Donc c'est Oscar les vacances. C'est plus, il y a plus électronique. J'ai des danseuses sur scène avec des. C'est autre chose, quoi. Donc. C'était quand même ces chansons. Il y en a une qui est dans Neige éternelle, qui est dans ton dernier album, et les deux autres, elles sont pas encore sorties. Les deux autres sont pas sorties. Voilà, si vous allez voir Neige éternelle sur YouTube, vous verrez. Si vous regardez bien Marion qui me porte à un moment parmi une foule. Je tiens ses pieds. Voilà, vous la reconnaîtrez. C'est un clip qui est sorti il y a 3 jours. Voilà. Et un album qui est sorti. Du coup, j'ai sorti mon album il y a 1 mois. Voilà. Et donc, il y a des concerts qui arrivent, il y a plein de choses. Mais merci en tout cas, j'étais hyper content. En fait, moi, j'ai habité en Ardèche ces 5 dernières années. J'ai grandi à Paris, après j'ai habité à Lyon pour mes études. Et du coup, on s'est rencontrés vraiment à travers l'Ardèche. J'habitais en fait, il se trouve juste à côté de cette fameuse ferme, donc enfin juste à côté, pas loin. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc merci à Marion, s'il vous plaît. Voilà. On l'a fait. Et merci à sa chevelure quand même.